et bienvenue à Mon Crochet et moi, épisode 43. Je m'appelle Annette Petavi et vous me trouvez sur le web à mon site www.annettepetavi.com, c'est A-2-N-E-2-T-E-P-E-T-A-V-Y. Vous pouvez me joindre par mail à annette@annettepetavi.com et vous trouverez des liens aux sujets évoqués dans cet épisode sur mon blog qui se trouve, lui aussi, à annettepetavi.com. Je suis aussi sur Facebook avec mon compte personnel à mon nom et ma page Annette Petavi Design. J'ai une chaîne YouTube où vous êtes peut-être en train d'écouter et regarder le podcast. Et si vous êtes sur Instagram, j'y suis aussi. Comme vous avez pu le constater, il s'est écoulé un peu de temps depuis le dernier podcast. J'y reviendrai un peu plus tard, mais pour la toute première partie, ça veut dire que j'ai 2 bulletins d'information à commenter, celui d'octobre et celui de novembre. Bon, celui d'octobre va pas nécessiter de longues explications puisque c'était la suite directe de celui de septembre. Et si vos souvenirs ne remontent pas aussi loin, ce qui me paraît tout à fait compréhensible, le bulletin de septembre était consacré au point de Jämtland. Ce point particulier et très texturé qui a été redécouvert dans le nord de la Suède il y a quelques années. Dans ce point, j'avais fait quelques petits projets faciles, comme des études portables, une manique et un petit sac à bandoulière. Et tout ça, c'était pour moi une façon d'explorer ce point, de découvrir ses avantages et ses limites et d'essayer de trouver des manières à gérer ces limites. Alors, l'idée même d'une telle exploration dans le bulletin, c'est pas forcément de vous présenter seulement des résultats bien finis, polissés, mais de vous laisser m'accompagner dans mon cheminement vers le projet final ou, comme ici, plusieurs projets. J'ai donc documenté les bonnes idées comme les moins bonnes pour vous permettre de faire vos choix et très probablement trouver vos propres idées. Le projet du petit sac doublé qui a clos ce bulletin, c'est quelque chose sur quoi j'aimerais bien continuer à cogiter. Je vous dirais que j'imagine beaucoup de choses, moi, mais là, bon voilà, je partage ça avec vous. J'imagine une série de kits de petits sacs complets avec la doublure et l'anse. C'est un peu complexe à mettre sur pied et c'est pas certain que ça plaise à quiconque sauf moi, mais bon, je garde quand même cette idée pour 2016. Et en ce qui concerne la manique, j'ai beaucoup parlé dans le bulletin sur mes doutes concernant l'utilisation de ce point avec un fil de coton. Mais quelle est ma nouvelle manique préférée dans ma cuisine? Bien grande et bien épaisse pour pas se brûler et en plus sympa au niveau des couleurs. Eh bien, vous l'avez deviné, c'est ma manique crochetée en coton avec le point de Jämtland. Comme quoi, si on ne cherche que la perfection, on passe souvent à côté de très bonnes choses. Ensuite, pour le bulletin du mois de novembre, en revanche, j'ai choisi un tout nouveau sujet, le point de bullion. Alors, maintenant, je ne suis pas totalement convaincue que le nom point de bullion soit vraiment très français. Mais pour le moment, personne m'a signalé un meilleur nom, donc on va continuer à l'appeler ainsi, en référence, je pense, à son nom en anglais, The Bullion Stitch. Alors, parfois, le sujet du bulletin d'information est prévu très longtemps en avance, mais parfois, c'est une décision un peu au dernier moment. Donc, je m'en rends bien compte qu'en disant ça, je casse le mythe de moi-même en tant que personne super organisée, si quelqu'un y croyait encore, mais c'est pas grave, parce que franchement, c'est qu'un mythe. Et là, pour tout vous dire, j'étais en train de préparer le calendrier d'avant et j'étais tombée sur des motifs de crochet irlandais qui comprenaient des points de bullion. Et là, il fallait bien se rendre à l'évidence que c'était un truc que je ne maîtrisais pas, mais alors pas du tout. Et pour moi, ça, c'était bien plus grave que le mythe de la fille organisée qui s'effondre. Vous vous rendez compte? Un point de crochet qui me résiste?
impossible, il fallait donc trouver un moyen pour dompter la bête. Parce que le point de bullion, c'est pas simplement n'importe quel petit point de crochet avec un nom rigolo. Le point de bullion, c'est un peu le Graal de la crocheteuse, surtout si on aime le freeform ou crochet libre. Et là, ici, je pourrais faire un grand discours sur le crochet libre et comment c'est rigolo qu'un style de crochet nommé libre ou freeform soit tout de même assez codifié avec des points qui reviennent très souvent et en aspect souvent très facilement identifiable. C'est par exemple très rare de trouver des ouvrages de freeform en 1 ou 2 couleurs. Il y en a beaucoup plus. Et des formes, on va dire, rectangulaires. Mais si on pourrait parfaitement envisager une telle chose, personne n'en fait. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Mais bon, là, moi, je suis en train de m'éloigner dangereusement du sujet. Alors, constatons donc simplement que le point de bullion, avec son apparence très en relief, est souvent utilisé dans le crochet libre. Du moins, par les gens qui savent le faire. Parce que le point de bullion, c'est pas facile. Alors, c'est un point qui se fait en enroulant le fil autour du crochet un assez grand nombre de fois, pour ensuite piquer son crochet dans l'ouvrage, ramener un fil, faire un maille en l'air et passer la boucle sur le crochet à travers tous ces tours formés par le fil enroulé autour du crochet. Et faire ça sans accrocher ne serait-ce qu'un seul brin de fil, eh bien, c'est pas une chose facile. Dans le bulletin, j'ai donné quelques pistes pour les gens sérieux et patients qui souhaitent apprendre ça dans les règles de l'art. C'est tout à fait possible, il y a des gens qui l'ont fait, et j'ai trouvé un article anglais américain, mais en anglais, qui décrit plusieurs astuces pour le faire. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que c'est un article écrit par une personne qui est abonnée à la version anglaise du bulletin. Voilà, et donc, qui est quelqu'un de sérieux et patient. Mais pour les gens comme moi, qui sont un peu impatients, j'ai aussi fait l'inventaire des techniques pour, on va pas dire tricher, mais faciliter l'exécution du point. Et parmi ces techniques, personnellement, j'ai retenu celle où on s'aide d'une aiguille à tapisserie associée au crochet normal pour réaliser ce point. Alors là, je vais même pas essayer de vous expliquer en mots comment ça fonctionne. Je vous envoie donc vers le bulletin d'information du mois de novembre pour voir en images. Maintenant, regardons ce qu'il y a eu de nouveau dans la boutique depuis la dernière fois. J'ai publié un modèle personnel, donc créé par mes soins, que j'ai appelé Tarte aux myrtilles. Donc l'inspiration de ce châle est venue directement de mes bulletins cet été au sujet des formes des châles. Et au départ, ce châle était simplement un essai grandeur nature du principe du châle Pi d'Elisabeth Zimmermann. Et donc, cette technique qui au départ est une technique pour faire un châle circulaire au tricot, je l'ai appliquée à un demi-cercle au crochet. J'ai ajouté un jeu de couleurs, une bordure quand même assez simple, et je l'ai appelée Tarte aux myrtilles, parce que les couleurs que j'ai utilisées pour crocheter le prototype me rappelaient la tarte aux myrtilles. C'est une association d'idées qui était présente à mon esprit, puisque j'ai travaillé dessus pendant mes vacances en Suède cet été, où nous avons aussi ramassé plusieurs kilos de myrtilles. Mais c'était aussi une manière pour moi de pouvoir faire une petite blagounette dans le nom anglais du châle, Blueberry Pie. Donc là, j'écris pie, P-I-E entre parenthèses. Parce que pie, quand on l'écrit P-I-E, veut dire tarte. Et pie, quand on l'écrit P-I,
eh bien, c'est bien notre pi mathématique qui sert au moins indirectement à la construction de ce type de châle. Alors, si on y ajoute que Pi Day, donc la journée du pi, c'est le 14 mars, puisqu'en anglais américain, quand on donne la date, on écrit le mois avant le jour. Donc, 3-14, 3-14, pour le 14 mars. Et il se trouve que le 14 mars est l'anniversaire non seulement d'Albert Einstein, mais d'une flopée de gens sympas et intelligents autour du globe, y compris moi-même. Bon, voilà, vous comprenez, je ne pouvais pas faire autrement que de créer ce châle. Par ailleurs, si sa réalisation vous tente, sachez que si vous achetez la fiche et en même temps le fil nécessaire pour le crocheter, donc c'est une pelote de mérinos fin, une pelote de mini mochi pour la première grande rayure et 2 pelotes de mini mochi pour la deuxième grande rayure et la bordure, eh bien, la fiche est gratuite et vous sera donc remboursée. J'ai tenté de paramétrer les choses pour que ça se fasse automatiquement, mais pour le moment, j'ai pas trouvé exactement comment formuler ça pour que les petits lutins dans l'arrière-boutique comprennent bien ce que je veux. Donc si la nouvelle formule que je viens d'introduire ne marche toujours pas, eh bien c'est un remboursement par après. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Toujours au crochet et toujours dans le domaine des châles, mais cette fois-ci une création d'éclat du soleil, ma copine Hélène Marcy. Je veux parler du dernier modèle publié lors de la publication de ce podcast, à savoir le châle Blue Leaves, feuille bleue. Dans Blue Leaves, Hélène a combiné un très beau point d'origine russe qu'elle a placé au centre du châle. Et donc, il l'a combiné avec une large bordure avec des feuilles, selon elle, ou avec des boutons de fleurs, un peu selon moi. Mais bon, moi, je ne vais pas argumenter avec Hélène sur ce point parce que c'est, dans tous les cas, très beau. Il y a les points, il y a le savoir-faire d'Hélène, mais il y a aussi le choix de la matière, le fil London, moitié laine, moitié soie, qui ajoute bien sûr encore à la beauté du modèle. Donc, au sujet de ce beau fil London, j'ai un mini scoop pour vous. Dans le dernier podcast, vous avez pu écouter mon interview avec Marie Foyer, dont tout le parcours professionnel s'est construit autour de la soie. Marie est bien la personne derrière la marque Les Soies de Marie, et jusque-là, c'était elle qui produisait le fil London. Donc, ça veut dire que Marie n'a pas une filature industrielle dans sa maison. Elle a donc choisi un fil de base de grande qualité qu'elle a ensuite fait teindre dans les coloris de son choix en créant sa gamme de couleurs. Donc, c'était un fil bien spécifique à elle qu'elle vendait sous sa marque Les Soies de Marie. Et quand je suis allée voir Marie cet automne, c'était pas seulement pour la rencontrer, passer un bon moment et enregistrer l'interview, parce que je l'avais vue au mois de janvier déjà, et elle m'avait expliqué qu'elle allait prendre sa retraite et donc cesser la production du fil London. Comme éclat du soleil, j'adore ce fil, et je voulais pas qu'il disparaisse, et j'ai donc proposé à Marie de reprendre son stock pour ensuite continuer la production du fil. Et c'est pour cela que je suis allée chez Marie et que je suis revenue chez moi avec des kilos de laine et soie dans le coffre. Alors, il y avait des pelotes déjà faites et étiquetées. Elles ont été et seront vendues avec l'étiquette des Soies de Marie parce qu'il n'y a pas de raison de refaire le travail qui a déjà été fait. Mais depuis, j'ai aussi commencé à mettre en pelote des coloris qui ne l'étaient pas encore, et ces pelotes sont bien sûr étiquetées par mes soins. Donc les deux étiquettes coexisteront pendant encore quelques temps. Mais à partir de janvier 2016, le fil London est mon fil, et j'espère pouvoir commencer à faire teindre mes coloris petit à petit à partir du printemps. C'est un peu compliqué parce qu'en teinture industrielle, on ne travaille pas sur des petites quantités. C'est donc des réflexions, de l'investissement, etc. Mais c'est un projet qui m'enchante.
J'ai aussi d'autres idées autour de ce fil et je commence déjà à cogiter sur la possibilité d'en produire d'autres. On va essayer de faire les choses petit à petit et dans les temps. Mais c'est donc une grande et belle aventure qui commence et j'espère que vous voudrez m'accompagner dans cette nouvelle exploration. Alors, restons dans les châles, passons au tricot parce que là aussi, il y a des nouveautés. Moi, j'ai le bonheur de travailler avec des créatrices américaines très très douées, chacune dans son style, il y en a plusieurs, mais là, il y a eu des châles publiés par 2 d'entre elles. Donc, le style de Kirsten Kapoor est orienté vers les points de dentelle dans des mariages particulièrement heureux. Et dans le châle Alger, elle a poussé l'harmonie des points très loin. C'était le châle mystère de Kirsten en 2014, mais même le mystère dévoilé. C'est un projet qui est intriguant par la finesse de ses points. Alors, le châle d'origine est travaillé dans un dégradé de verre produit par une teinturière américaine et à ma connaissance, ce fil n'est pas disponible en France ou même en Europe. Et là, je pense qu'elle a obtenu cet effet vraiment ton sur ton, soit par l'utilisation d'un même bain de teinture pour plusieurs lots de fils les uns derrière les autres, soit par une dilution de plus en plus grande d'une même base de bain. Voilà, je suis pas teinturière, mais je pense qu'elle a fait comme ça. Alors, sans prétendre d'arriver au même effet, parce que si on fait pas une teinture spécifique, c'est pas possible, je me suis tout de même amusée à associer les coloris du mérinos fin pour obtenir des harmonies de couleurs. Alors, certaines harmonies sont ton sur ton, d'autres sont plus contrastées. Et vous les trouverez toutes sous la rubrique Kit s'en fiche dans ma boutique. Là, je vous ai parlé du style de Kirsten Kapoor et une autre créatrice avec un style bien à elle est Alana Dakos, qui s'inspire de la nature pour ses points très sophistiqués, souvent en relief. J'ai la chance de pouvoir vous proposer son tout dernier modèle, Jardin secret, qui est un châle qui peut se porter un peu comme un vêtement, type liseuse ou shrug, en français contemporain. L'originalité du modèle réside pas uniquement dans sa forme, mais aussi dans le point de feuille en relief qui est absolument magnifique. Je vous propose aussi de regarder la vidéo, dont vous trouverez le lien sur la page du modèle dans ma boutique, ainsi que dans le billet que je lui ai consacré sur le blog, et qui permet de bien comprendre les différentes manières dont ce petit accessoire très beau et très malin peut être porté. Et tant qu'on reste sur les châles tricotés, je vous ai également parlé sur le blog d'un modèle gratuit d'une créatrice suédoise, Maria Samuelsson, du blog Gornomera. Alors, si j'en ai parlé, c'est parce que Maria est une copine et que son joli modèle Dorukslag, qui veut dire passoire, est disponible en français. C'est moi qui ai fait la traduction, vous saurez donc vers qui vous tournez si vous pensez qu'elle n'est pas bien faite. On continue dans le tricot avec le nouveau modèle enfant de Laurence Bertol, la veste pomme de renette. Là, il s'agit d'une veste en 3 couleurs avec des points différents que Laurence a tricoté en mérinos moyen. Le modèle est expliqué pour les tailles de 2 à 8 ans. Et avec l'association de couleurs de boutons, ce modèle est un très bon candidat pour un nouveau kit que je prévois de mettre en ligne au mois de janvier. Donc, si vous cherchez une combinaison de couleurs pour tricoter cette veste, restez en ligne, suivez le blog et je vous en reparlerai. Donc, justement, au sujet du mérinos moyen, j'ai ajouté 3 nouveaux coloris à la gamme, qui par là devient assez conséquente, et vous pouvez bien sûr les découvrir dans la boutique. Par ailleurs, au niveau des fils, le duvet de Yak, un fil très très populaire, est de nouveau disponible. Vous verrez que son prix a augmenté depuis l'année dernière, mais il reste vraiment raisonnable pour 150 mètres et d'une matière absolument exceptionnelle. Le duvet de Yak fait partie des fils que j'appelle addictifs, parce que les clientes qui l'ont déjà travaillé y reviennent encore et encore.
J'ai mentionné les kits plusieurs fois dans cet épisode. Il est encore temps d'attirer votre attention sur la rubrique éphémère dans la boutique, les kits à offrir. Alors ces kits comprennent exceptionnellement donc la fiche papier du modèle ainsi que l'emballage cadeau. Et les kits à offrir seront disponibles pendant très peu de temps encore, jusqu'au 31 décembre 2015. Ils vont peut-être réapparaître un autre jour, sous une autre forme. Mais si vous voulez en profiter pour vos cadeaux d'après Noël, parce que je pense que je suis pas la seule à être un peu en retard avec ce genre de choses, et il y a beaucoup de gens qui célèbrent plusieurs Noëls en décalage, eh bien c'est vraiment le moment de le faire avant le 31. Alors maintenant, quelques mots sur mes encours. Si vous suivez mon blog ou ma page Facebook, vous avez probablement vu que j'ai un calendrier d'avant en cours ou fraîchement terminé, inspiré par le crochet irlandais. Et dans le cadre de ce calendrier, je crochette donc, comme les autres, des fleurs et des feuilles, et parfois même une petite étoile. J'ai une idée en tête que j'aimerais présenter en lien avec ce calendrier, mais par contre, je promets rien. Et surtout pas de finaliser avant le dernier jour du calendrier, sachant que je ne sais pas exactement si j'aurai le temps même de publier ce podcast avant. Donc ça serait très bientôt, et là, ça serait peut-être pas possible. Ça, c'est pour le crochet. Au tricot, je me suis lancé un défi. Alors, moi, j'ai beaucoup hésité pour faire cela parce que c'est avéré, j'ai des troubles de l'attention tricotique et ça fait des années que j'ai pas terminé un vêtement au tricot. Mais là, j'ai démarré un gilet Old Town, un modèle de Carol Sandé qui est disponible dans la boutique. Oh, et histoire de ne pas le mettre la barre trop bas, je le tricote en mérineuse fin sur des aiguilles 3,5. Et pour l'instant, je me régale. Je peux pas en faire ma première priorité, bien sûr, mais l'idée n'est pas non plus de terminer dans l'immédiat. Par contre, j'essaye d'y revenir assez régulièrement pour garder le modèle bien en tête et pour progresser doucement mais sûrement. J'ai donc analysé un peu plus en profondeur mes difficultés pour terminer les projets de vêtements et j'ai trouvé qu'à chaque fois, il m'a fallu mettre le projet de côté pour faire autre chose, plus urgent, plus en lien avec mes objectifs professionnels. Et ensuite, il est resté de côté trop longtemps. Donc il s'agit d'y aller cool, mais ne pas mettre le projet totalement de côté non plus. Je vous tiendrai bien entendu au courant, peut-être pendant très longtemps pour celui-là. Et sinon, comme d'habitude, j'ai bien sûr fait plein de plans sur la comète pour les vacances de Noël. Ces vacances qui n'en sont pas complètement, parce que je ne ferme pas ma boutique, même si je ne prévois pas de travailler à temps plein pendant la période entre les fêtes. Et on le sait, ce sont toujours des vacances bien remplies, avec plein de projets autres que du tricot et du crochet, des sorties, des repas, des envies de rangement. C'est rare dans mon cas, mais ça arrive. J'ai donc regardé mes plans sur la comète, j'ai regardé mon agenda, et j'ai décidé que les nouveaux projets, ça serait pour janvier 2016. Alors par contre, j'aimerais, pendant ces derniers jours de l'année, et pourquoi pas les premiers jours de l'année à venir, m'occuper un petit peu de quelques encours qui languissent depuis longtemps. Et là, il ne s'agit pas de vêtements, mais bien de petits accessoires. Alors pour certains, il reste juste des finitions. Et pour d'autres, un peu plus. Mais bon, en m'y prenant bien, je pourrais peut-être en finir un, voire deux. Et ça serait très bien. Surtout parce que ça me donnerait bonne conscience pour en commencer d'autres qui manqueront certainement pas de languir à eux aussi. On verra bien parce que mon temps n'est pas plus extensible que le vôtre, mais bon, on peut toujours se fixer des objectifs.
Alors, en regardant ce que j'ai fait depuis le dernier podcast, je me rends compte que j'ai pas eu l'occasion de parler d'une sortie absolument formidable que j'ai fait à Felletin, dans la Creuse, pour les Journées nationales de la laine. Les Journées nationales de la laine, c'est un événement organisé par l'Office de tourisme de Felletin. Et après avoir eu à ses débuts un profil assez laine de pays et transformation de la matière, qui fleurait bon la lanoline et le fil qui pique, cet événement élargit son horizon. Et maintenant, c'est une fête pour toutes les utilisations de la laine et aussi d'autres fibres textiles, et c'est un vrai bonheur. J'ai adoré l'ambiance de cette manifestation et j'ai adoré la facilité avec laquelle on rencontre des gens dans un tout petit village qui, pour quelques jours, est envahi par des tricopates et des crochettomanes. Et j'ai adoré le yarn bombing, ou plutôt street art organisé, qui est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller l'année prochaine ou une autre année, n'hésitez pas une seconde. Personnellement, je me suis inscrite sur la liste des exposants potentiels et j'espère avoir la chance d'avoir un stand l'année prochaine. Je dis bien que je l'espère car les places sont limitées et très convoitées. Et sinon, je pense que je retournerai pour la visite. Vers la fin du podcast, je parle toujours des salons qui viennent de passer et de ceux qui vont venir. Et le dernier salon où j'ai exposé était le salon de la Tour de Salvagny, près de chez moi. C'est un salon qui s'est tenu dans une ambiance très particulière car il a ouvert ses portes le 14 novembre, donc le lendemain des terribles attentats de Paris. Et je trouve que c'est difficile de parler de ce qui s'est passé au mois de novembre et décembre sans mentionner les attentats du tout. C'est un événement tellement marquant, une blessure tellement profonde qu'il semble impossible de ne pas en parler. Et en même temps, c'est difficile aussi de trouver des mots pour en parler, des mots qui auraient un sens après tout ce qui a été dit. Mais il y a tout de même des spécialistes des mots, les écrivains. Et il se trouve que je suis depuis peu de temps l'écrivaine Agnès Ledig sur Facebook. Alors j'avoue, je n'ai jamais lu ses livres, mais cet automne, au mois d'octobre je crois, je suis tombée sur l'un de ses textes et j'ai été touchée par sa façon d'exprimer ses sentiments et de les formuler à la fois avec force et pudeur. Et le 14 novembre au matin, donc vraiment tout de suite après ce choc, Agnès Ledig a publié un texte qui résonnait fort avec ce que je ressentais moi à ce moment-là et que je trouve encore maintenant, avec un tout petit peu plus de recul, très juste. Je me permets de vous le lire et je pense que son auteur ne m'en voudra pas. Donc Agnès Ledig écrit le 14 novembre au matin. Je crois qu'en hommage aux victimes, je crois que par respect pour les familles, les proches, les rescapés, l'humilité et le recueillement, avec le moins de mots possible, sont la plus belle attitude à leur offrir. Je crois que nous sommes tous dans un immense bateau qui affronte une tempête terrible et qu'il ne sert à rien de critiquer l'équipage ou lui dire ce qu'il faut faire, pas dans la tempête. Ça ajoute à la confusion. Je crois qu'il faut seulement s'occuper des gens juste autour de nous dans ce bateau qui tangue, en leur tendant la main pour rester debout, ensemble, en les prenant dans les bras, en vrai ou avec le cœur, et ne laisser aucune place à la haine. Je crois que la haine ne soigne pas, jamais. Juste le recueillement, la solidarité, l'unité, le respect, et se tenir debout. Je ne suis sûre de rien, qui peut être sûr de quoi que ce soit ce matin, mais je crois cela. Recueillement et respect, une main ouverte, posée en douceur sur la douleur,
apaise plus qu'un poing serré. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, poser malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien Que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Et bien sûr, pour ma part, je continue à résister à la terreur de la seule manière que je connaisse, en continuant à vivre, travailler et créer. Et justement pour cette raison et pour plein d'autres, tournons-nous vers l'avenir et les manifestations où vous pourrez me trouver ce printemps. J'hiberne un peu pendant les mois de décembre, janvier et février, mais je vais tout de même organiser pour la première fois chez moi, dans l'ouest lyonnais, des portes ouvertes le samedi 23 janvier. J'ai pas de boutique, donc ça sera dans mon salon, qu'on pourra s'installer sur le canapé avec son ouvrage, boire un thé, papoter et aussi, bien sûr, regarder des fils et des modèles et faire des achats si on a envie. Contrairement au salon où je suis obligée de choisir ce que j'apporte, il y aura tout, parce que mon stock est sur place. Alors, si vous êtes dans le coin, regardez la page salon dans le menu horizontal en haut de mon blog. Il y aura tout bientôt toutes les informations et je serai absolument ravie de vous voir. Ensuite, au mois de mars, je reprends mes pérégrinations, mais tout en douceur, puisque le premier salon se tient près de Grenoble. C'est fait pas très loin de Lyon, et c'est le salon 48 heures pour l'autisme, qui se tenait ces dernières années à Champs-sur-Drac et qui, avant cela, et avant que j'y participe, avait lieu à Pont-de-Claix. Là, le lieu change de nouveau et ça sera donc la première fois que ce salon se tient à la salle polyvalente des Combettes à Saint-Georges-de-Commiers. C'est toujours près de Grenoble et vous y retrouverez des exposants que vous connaissez, probablement complétés par quelques nouveaux. Pour ma part, je n'étais pas au salon l'année dernière et c'est donc avec autant plus de plaisir que j'y participe cette année. Ensuite, en avril, il se passe plusieurs choses. Je serai d'abord du 8 au 10 à la 3e édition du très joli salon des créateurs de Villemur-sur-Tarn, organisé par la très dynamique association Les Doigts d'Or. J'y étais pour la première édition et c'est un vrai plaisir d'y retourner. Et ensuite, tada, du 20 au 24 avril, je participe pour la première fois au salon Pour l'amour du fil à Nantes. Alors là, c'est autre chose. C'est un salon à une autre échelle qui fait partie des plus grands salons d'art du fil en France. Alors c'est une belle aventure, j'avoue que je stresse un peu déjà, mais je suis vraiment impatiente d'y être. J'espère pouvoir rencontrer des gens qui me connaissent, mais qui n'ont pas pu me voir encore, des gens que je connais déjà, et peut-être, pourquoi pas, des gens qui ne me connaissent pas du tout. Ça sera vraiment une jolie aventure.
Et en parlant de l'avenir, je voudrais aussi parler de l'avenir de ce podcast. J'ai fait mon premier podcast en janvier 2016. Et ça fait donc 6 années que je fais ça. J'ai toujours eu l'ambition de faire un podcast par mois, mais très souvent, ça s'est avéré trop. Parce qu'en réalité, faire un podcast, c'est plus que allumer son micro et papoter un peu pendant une demi-heure. Ça demande franchement beaucoup de travail. C'est bien sûr aussi beaucoup de plaisir, parce que sinon personne ne le ferait, et moi la première, mais il faut du temps. J'espère dans les mois et années à venir développer mon activité dans de nouvelles directions. Les choses ne changeront pas beaucoup, je pense, pour ceux qui me suivent. Mais je prévois d'ajouter les choses, certaines en coulisses, que vous ne verrez pas, mais d'autres que vous verrez peut-être plus facilement. Et quand on travaille déjà, on va dire un peu plus qu'un plein temps, et qu'on souhaite ajouter des cordes à son arc, il faut aussi en enlever. C'est vraiment difficile, mais il faut le faire parce que sinon, gare aux conséquences. Donc, vous l'aurez compris, le podcast est, pour ainsi dire, sur la sellette. Et je me suis longuement demandé si j'allais purement et simplement arrêter. Mais j'ai décidé que je ne suis pas encore prête pour décider ça. Je ne suis pas prête d'abandonner l'idée de papoter avec vous. Par contre, je ne souhaite plus avoir même l'ambition de faire un podcast par mois. Et je ne pense pas non plus que ce soit une bonne idée pour moi en ce moment de m'engager sur un calendrier précis. Donc, pour l'année 2016, ce podcast devient officiellement un podcast occasionnel. Ce qu'il a déjà été auparavant, mais surtout à certaines périodes. Mais là, c'est une décision que j'assume. Et dans ma tête, ça change pas mal de choses. J'ai bien sûr une petite idée sur quand et comment je pourrais le faire, mais ce sont les circonstances qui décideront. Donc comment savoir quand il y a un nouvel épisode? Eh ben, c'est pas très difficile. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous regardez le podcast illustré. Parce que bon, le podcast illustré, c'est chronophage, mais rigolo. Et tant qu'à faire les choses, quand on décide de les faire, on les fait à fond. On peut bien sûr suivre mon blog, où je publierai comme avant les billets avec les liens, le player Libsyn, où vous pouvez écouter le podcast en direct. Bien sûr, ça change pas. Et la solution la plus maligne est sans doute de s'abonner à mon bulletin d'information, parce qu'il suffira d'ouvrir le mail pour voir s'il y a un nouvel épisode, si on ne veut pas prendre le temps de cliquer sur le lien vers le bulletin proprement dit. Mais bon, dans le bulletin, il y a quand même en bonus tout plein de choses intéressantes, hein, donc je vous invite quand même à le lire. Voilà. Donc, ce podcast devient pour l'année 2016 un podcast occasionnel, sans calendrier fixe. Et à la fin de l'année, je ferai le bilan et je déciderai ce qu'il en sera pour la suite. Et bien sûr, comme d'habitude, de tout ça, vous faites ce que vous voulez. Mais prenez soin de vos proches et de vos amis et de vous-même en cette période de fête. Et surtout, n'oubliez jamais de faire de belles choses. Pour trouver des liens au sujet évoqué dans cet épisode, je vous donne rendez-vous sur mon blog à www.annettetavie.com/blog. À bientôt. Au revoir.
Thank you.